monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que c'est mon dernier jour en Leaf. Est-ce que c'était finalement une bonne voiture? Est-ce que je la recommande en occasion? Parce que cette voiture maintenant bien évidemment elle part pas à la casse, elle va se retrouver sur le marché de l'occasion. Points positifs, les points négatifs de la Leaf et où on est finalement Nissan avec cette technologie électrique. On va prendre la route du bord de mer, on va aller jusqu'à Fréjus. Et je vais revenir par l'autoroute. Alors pour petit rappel, la dernière fois, au début du péage de Fréjus, on avait fait 50 km et j'avais consommé 25%. Ça me donnait donc 200 km d'autonomie. J'ai mis 12 barres. Donc on a 85% de sa capacité initiale. Quoi qu'il en soit, bon, pour une voiture d'occasion, c'est toujours pas mal. Donc ouais, avec la consommation, c'est à peu près ça. On doit se rapprocher toujours des 200 km. On peut pas retirer à Nissan d'avoir été les précurseurs. C'était vraiment la première voiture électrique de nouvelle génération mass market. Elle a été très longtemps la voiture électrique la plus vendue au monde. Donc moi j'ai eu la première Leaf, la 24 et maintenant la 30. Qu'est-ce que je vois comme différence? Déjà extérieurement c'est exactement les mêmes. Moi je trouve ça pas vilain. Alors que la nouvelle, maintenant elle a vraiment la tête d'une Micra. Moi quand je croise une Micra et une Leaf, j'ai vraiment énormément de mal à les distinguer l'une de l'autre. Les deux intérieurs 24 et 30, c'était exactement les mêmes. Parce que j'aime beaucoup l'intérieur beige. J'avais choisi de garder les sièges en tissu. Donc au final, c'est comme si j'avais eu 6 ans le même véhicule. Donc on est vraiment très bien assis dans ces sièges. J'adore être dedans. Même j'ai envie de dire que je suis mieux assis dans ceux-là que dans ceux de la Tesla. Alors c'est assez amusant si on fait vite un parallèle avec la Model 3, c'est que on est assis plus haut dans celle-là, je monte dans la Leaf, alors qu'on descend vraiment dans la Model 3, même si j'ai le siège en position la plus haute possible, on a l'impression d'être plus bas par rapport à la route au final. Parce qu'on a cette énorme console centrale qui fait une bosse devant nous, et on a l'impression d'être plus loin de la route. J'ai l'impression que le nez est très très long, alors que sur la Model 3, je suis plus bas, mais ma position de conduite surplombe davantage la route. Elle est spacieuse, l'intérieur clair la rend spacieuse. On a 3 vraies places à l'arrière. À l'avant, on a de la place. Je trouve qu'elle est bien finie. Quand même une sensation de qualité de matériaux. Mais même le mode éco, on a l'impression que ça part très très vite. Et voilà, niveau conduite, je trouve qu'elle se conduit bien. C'est un gros véhicule, c'est quand même 4,45 m. Elle rebondit un peu, mais ça va, franchement, ça se passe bien. Là, on a une petite route sinueuse, ça reste agréable. Niveau recharge, cette voiture, elle a un chargeur rapide de 50 kW en chat démo. C'est 80% de batterie en 30 minutes. De toute façon, on a une petite batterie, donc monter plus vite, est-ce que ça a vraiment du sens? Je suis pas trop sûr. Disons qu'en voiture du quotidien, voiture de tous les jours, si on n'a pas besoin d'aller loin, 200 km, on s'en rapproche. Je dirais 170 km pour être tranquille. Donc ça reste une voiture pour aller d'un point A à un point B, trajet quotidien. Il y a 6 ans, il n'y avait pas les bornes de recharge comme il y a aujourd'hui. Donc c'était vraiment toute une aventure, toute une expédition lorsqu'on voulait aller quelque part. Les choses ont vraiment évolué en 6 ans, même en 3 ans. Lorsque j'ai eu cette voiture, je fais 700 km dans une journée, ça m'a pris 12 heures, que j'ai été obligé de faire 5 recharges rapides. Ce qui m'amène vraiment à un des points faibles de la Leaf, c'est son système de refroidissement de batterie. Surtout là en été, si vous faites de l'autoroute, on va la recharger une fois. Déjà elle va vraiment monter en température, et alors à partir de 2 fois, la vitesse de charge est limitée de suite. Donc ça c'est vraiment un problème qu'a eu Nissan dès le départ. Et ils veulent pas en démordre, ils veulent pas mettre de système de refroidissement dans leur batterie, même la 60. Ça va être toujours un refroidissement passif, qui sont toujours derrière leurs produits, ça c'est sûr. Mais on dirait qu'ils font les choses à moitié. La réponse est non. La seule chose que j'ai eue, c'est la batterie 12 volts. Nissan est venu récupérer la voiture puisqu'elle démarrait plus du tout. Sinon, j'ai pas eu de problème, vraiment. Il y a 0 entretien, quoi. Pas beaucoup de maintenance et puis un faible coût d'utilisation. On a 3 € pour faire un plein pour 200 km. On a quand même un assez grand coffre. C'est quand même bien d'avoir une voiture plus spacieuse. Et finalement, c'est là qu'il y a tout le paradoxe parce que on pourrait être à 5 dans cette voiture, on est super bien assis. Moi, je suis très confortable, les sièges arrière sont très confortables et on est limité par l'autonomie.
pas l'impression d'être dans une voiture au rabais, quoi. J'ai pris l'habitude maintenant de regarder un tout petit peu sur ma droite pour voir le compteur. Et du coup, je suis un petit peu perdu, je suis un petit peu désorienté. Et je me rends compte que j'ai envie de regarder le côté là, j'ai envie de regarder l'écran, comme quoi on s'y fait très vite. Hein. Ça c'est vraiment une chouette route à faire. La Corniche d'Or entre Fréjus et Cannes, c'est vraiment super joli. Apparemment il me reste 89%. Il y a encore 176 km. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai le moins aimé avec cette voiture? Je dirais que c'est pas la voiture en elle-même ce qui m'a le plus dérangé. Parce que bon, de l'extérieur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de toute façon, elle a le look qu'elle a. Hein. C'est dit l'intérieur, moi je trouve que c'est pas mal, même si c'est un petit peu vieillissant. Ce qui pêche, c'est la force de vente, le rapport avec la voiture électrique dans les concessions. Alors, je dis pas que c'est tout le monde, hein. Il y a des concessions qui sont vraiment à fond dans la voiture électrique et qui mettent vraiment la Leaf en avant comme un étendard pour le futur. Le futur de Nissan, c'est l'électrique, c'est la Leaf. C'est pas chez tout le monde ça, hein. Il y a beaucoup de concessions. La Leaf, vous rentrez dans les showrooms et si déjà il y a une Leaf, vous êtes content. Si elle n'est pas au fond du parking, et puis si elle y est, c'est rare qu'on ait vraiment des gens qui soient formés pour pouvoir l'expliquer. Alors je dis pas que ça soit simple, hein. Là maintenant on est obligé complètement de changer de vocabulaire avec des kilowatts, des kilowattheures. Pour moi, vendre une voiture électrique et vendre une voiture essence, on n'est clairement pas dans le même métier. C'est comme vendre un appareil photo argentique et un appareil photo numérique. Vous rentrez dans une concession et répondre complètement à côté de la plaque, quoi. Plein de gens qui ont dû rentrer en concession, combien ont dû repartir avec une voiture à essence, ou repartir déçus en se disant finalement la voiture électrique c'est pas ce que j'en pensais. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé par une voiture électrique, c'est d'essayer la voiture d'un ami à vous, d'une connaissance à vous. Il va vous donner son avis sur la conduite, sur la consommation, sur l'infrastructure de recharge. Donc ouais, essayez-les. Alors j'arrive sur le port de Saint-Raphaël et j'ai quasiment rien consommé en fait. Je suis toujours à 175 km d'autonomie. J'en ai fait 35. Donc ouais, là la Leaf elle se comporte vraiment très bien. Ok, alors voilà, je me suis arrêté sur le port de Saint-Raphaël. Je vais faire voir un truc vraiment qui est assez dérangeant pour moi sur la Leaf. Lorsqu'on ouvre la porte, c'est une voiture qui fait que sonner. Elle sonne tout le temps, on ouvre la porte, côté conducteur elle sonne, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et là maintenant, si j'ouvre et que je coupe le contact, elle sonne encore plus fort. Donc ça, par pitié, Nissan, faites quelque chose parce que je trouve que c'est vraiment très agaçant, quoi. J'attends pas avec impatience la Leaf, la nouvelle Leaf 60 kWh. Hein. Dans son contexte de 2013-2016, je trouve qu'elle était vraiment imbattable. C'était la voiture électrique la plus vendue au monde et c'était pas pour rien. L'année dernière, on essayait de nous vendre une Leaf 40 qui, selon moi, avant même d'être sortie, était déjà dépassée. Le ProPilot, on garde les mains sur le volant et la voiture gère la distance avec la voiture de devant, gère la direction et la vitesse. Moi j'ai trouvé ça assez décevant, quoi. Leur système faisait que couper. Dès qu'on était un petit peu dans une courbe un petit peu trop violente, tac, tout de suite il fallait reprendre la main. Officiellement c'était par sécurité, mais je pense que la vérité c'est un défaut de technologie, quoi. Et lorsqu'on demandait à Nissan, c'est très bien, vous arrivez avec un produit qui est ce qu'il est aujourd'hui, mais je vais acheter la voiture, je vais vouloir la garder peut-être 5 ans, 3-5 ans. Est-ce que ce système de pilote automatique peut être amélioré avec le temps? La réponse était catégorique, quoi. La réponse était non. Et en prenant cette voiture, on est figé dans quelque chose qui, 1, n'est pas fonctionnel, 2, n'est pas encore abouti, et 3, ne sera jamais évolutif. Le e-pédale, alors qui est vraiment une mascarade marketing, hein, selon moi. Désolé d'être aussi méchant envers la voiture, mais c'est un frein régénératif digne de ce nom. Voilà, ni plus ni moins. Allez, ça fait toujours plaisir quand même, hein. C'est vrai que au démarrage, ça envoie quand même. Ça reste agréable à conduire. Voilà, je pense que le monde automobile est vraiment en train de changer. Comme a changé la téléphonie. Personne n'aurait imaginé avant l'iPhone mettre entre 600 et maintenant plus de 1000 € pour un iPhone. Et pourtant,
et pourtant ça a été le cas. Donc les smartphones ont révolutionné la téléphonie. Avant on achetait tout simplement un 3310 à 50 €. On est en train de vivre la même chose avec Tesla. Où finalement les consommateurs préfèrent payer plus pour une Tesla qui va avoir des mises à jour sans arrêt, qui est fun à conduire, qui a le réseau de superchargeurs, qu'on peut charger très rapidement et partout, avec une marque qui est vraiment derrière son produit. C'est pour ça que voilà, la Leaf, bien que moins chère, se vend beaucoup moins. Donc c'est pas une question de prix. Bon, nous revoilà au péage. Donc 170 km et on en a parcouru on va dire 50. Et ça je pense que c'est vraiment dû de 1 à la température et de 2 à la mise à jour du BMS. On va dire qu'on a sur route 200 en moyenne à l'année. Un petit peu moins de 200 peut-être en hiver. Et là 220. Par contre là maintenant je réinitialise la consommation. Là on était à 13,4. Et alors là j'ai repris l'autoroute depuis 500 mètres. Et c'est là que le bas blesse avec la Leaf. C'est son autonomie sur l'autoroute. Puisque je suis plus qu'à 163 km, je roule à 110. J'ai déjà perdu, peut-être en 1 km, j'en ai perdu 8 maintenant. Je roule pas très vite, je roule à peine à 105. On est en grosse montée là. Et la consommation explose. 24, quasiment 25 kWh au 100. Ok, donc je suis sur la même aire d'autoroute que dans ma précédente vidéo. On voit quand même qu'il y a une assez grande différence là aujourd'hui. Il me reste 74% de batterie et 128 km, alors que la dernière fois, si on reprend la vidéo, j'avais 62% de batterie et 86 restantes. Mais il y a quand même 12% d'écart par rapport à ce que j'avais fait cet automne. On voit que j'ai fait à peine 10 km d'autoroute et j'ai perdu l'équivalent de 40 km d'autonomie. Donc c'est assez énorme. C'est vrai que dès qu'on prend l'autoroute, la voiture consomme beaucoup plus d'énergie. Là je suis à 21,4 de moyenne. Donc là on a monté sur l'autoroute, c'était une partie ascendante. On va redescendre maintenant direction de Cannes. Dernier morceau de notre trajet, de notre dernière vidéo avec la Leaf. On rentre à la maison. Alors pour être honnête avec vous, c'est vrai que j'attends pas après la pitié de Nissan et après le fait qu'on vienne me remercier d'avoir acheté 2 Leaf chez eux. De toute façon, j'ai changé de voiture. Mais j'ai personne qui m'a téléphoné, quoi. Pas de message m'informant que effectivement mon leasing allait arriver à terme d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ce que je comptais faire, si j'étais satisfait d'un véhicule Nissan, si je voulais repartir sur un leasing, sur la nouvelle Leaf, m'inviter à venir l'essayer. Je trouve ça assez curieux. Alors je sais pas si c'est pareil avec toutes les voitures, c'est simplement qu'ils ont un service commercial qui est tel qu'il est et qui relance pas leurs clients, ou est-ce que c'est le fait que ça soit une Leaf et que c'est une voiture électrique et que finalement on les intéresse pas tant que ça en tant que client. La dernière fois que j'ai voulu aller la charger, j'ai téléphoné à la concession en disant je dois venir absolument recharger la voiture, j'ai pas le temps de la charger chez moi, faire une charge rapide, est-ce que je peux venir? Oui, allez-y, pas de problème, la place est libre. Et lorsque je suis arrivé, on a essayé 4 fois de la brancher, à chaque fois ça faisait erreur. Et le commercial de la concession Nissan a dit allez chez Renault, ils ont une borne de recharge rapide, vous pourrez la recharger là-bas. Renault utilise la Type 2 et Nissan sont les derniers à utiliser la prise CHAdeMO. J'ai envie de dire que ça marche pas, déblayez le plancher, vous n'avez rien à faire ici, allez voir ailleurs si on y est. On n'est pas très bien traité lorsqu'on est là. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai de mon revendeur Nissan local. Encore une fois, c'est mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde, fort heureusement. Ce qui rebute le plus, c'est pas tant la voiture finalement que le service qu'on a derrière. On sait maintenant que l'Europe a légiféré sur une seule prise. Nissan s'acharne à rester avec son CHAdeMO. Ils veulent faire du véhicule to grid, envoyer l'énergie de la voiture au réseau, aux maisons. Donc très bien, c'est une technologie qui permet de faire ça. S'il faisait comme Tesla, d'installer
un réseau propriétaire de superchargeurs à la Nissan, pas de problème. Regardez, on en a des milliers à travers l'Europe qui sont jamais en panne, avec à chaque fois plusieurs bornes par aire de recharge. Je dirais oui, effectivement, ça a du sens. Cependant, c'est pas du tout le cas. Milka fait pas forcément attention aux bornes et n'a pas trop d'intérêt à faire en sorte qu'elles fonctionnent. Les concessions Nissan ont leurs bornes installées depuis l'apparition de la Leaf aussi. C'est tout. Maintenant, Nissan se retrouve un peu prise au piège de cette technologie. Voir que Nissan se prive d'un réseau comme Ionity tout en n'installant pas son propre réseau, c'est vraiment dommage. Donc une Leaf d'occasion 30, oui, parce que pas très cher, parce qu'une autonomie assez décente, possibilité quand même de faire de la recharge rapide. Aujourd'hui, il y a plein de modèles qui arrivent sur le marché. Une nouvelle Leaf, j'attends de l'essayer. On l'essayera forcément sur la chaîne, mais je suis pas convaincu. Et voilà, ça y est, j'ai terminé mon tour de 80 km avec la Leaf, qui est sensiblement le même que j'avais fait la dernière fois, sauf que j'avais vraiment vidé la batterie, donc on avait fait après des tours de pénétrante canne grasse. Donc voilà, c'est sûr pour moi d'avoir fait la mise à jour du BMS à rapporter de l'autonomie, puisque je vous fais voir là au compteur. 79 km. Il me reste 65% de batterie et 123 km, alors que la dernière fois, pour le même trajet, j'avais consommé 50% de la batterie. On a sensiblement les mêmes conditions de conduite. Il fait un petit peu plus chaud. Je pense pas que c'est vraiment une incidence. En roulant sur la route à 50 km/h, on a à peu près 220-230 km d'autonomie. Et en faisant un circuit mixte, puisque là je suis revenu par l'autoroute, on a environ 190 km. Donc si on fait que de l'autoroute, je pense qu'on doit tomber à 170 km. C'est un chiffre qui est vraiment honnête. Donc pour moi, sans problème, la Leaf 30 est toujours une voiture d'actualité qui mérite d'être achetée. Si vous recherchez une voiture électrique d'occasion, je vous la conseille vraiment. Quelqu'un qui regarde cette vidéo pourra l'acheter, la trouvera en concession quelque part. Ça me ferait assez plaisir de savoir où est-ce qu'elle va se retrouver, parce que j'en ai quand même pris soin pendant 3 ans. J'espère que ça va bien se passer. J'appréhende un petit peu avec la concession. Parfois les retours de leasing, c'est pas toujours la joie. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par une Tesla S3 ou X, d'utiliser mon code parrainage qui passe ici en ce moment. Partagez, likez les vidéos. Sur mon compte Instagram, je mets des petites photos, des petites vidéos de ma vie en Tesla sur un côté un petit peu plus perso, un petit peu plus privé. On se retrouve très bientôt, bien évidemment, pour une prochaine vidéo axée sur les voitures électriques, sur le développement durable en général. Bye bye tout le monde. Ouais, moi je l'aime bien cette voiture.